Bonjour à tous et bienvenue sur tabsoracoustique.com pour une nouvelle FAQ en vidéo. Et aujourd'hui on va s'intéresser à une question très intéressante. Si vous avez appris un peu d'harmonie, vous avez appris que par exemple entre Do et Ré on a un ton. Jusque là tout va bien. Un demi-ton au-dessus de Do on a un Do dièse. Et un demi-ton en dessous de Ré on a un Ré bémol. Et là ça se complique parce que du coup Do dièse et Ré bémol c'est la même note. Alors pourquoi est-ce qu'on a deux noms différents? Qu'est-ce qu'il faut faire avec ça? Est-ce qu'il faut vraiment les apprendre? C'est ce dont on va parler aujourd'hui. Pourquoi fait-on la différence entre les dièses et les bémols? En plus de cette question, certains se disent parfois on s'en fout, on va prendre que les dièses ou que les bémols, on oublie le reste, ça sert à rien, c'est inutile, c'est des complications, c'est juste pour nous faire chier. Non, laissez-moi vous le dire tout de suite, comme ça au moins c'est clair dès le début de cette vidéo. C'est très utile de faire la distinction entre les dièses et les bémols. C'est même fait pour vous simplifier la vie plus tard, lorsque vous apprendrez des choses d'harmonie un petit peu plus complexes. Si vous faites l'impasse sur l'un ou sur l'autre, vous allez vous compliquer la vie. Et vous allez voir, je vais vous montrer aujourd'hui que c'est pas si difficile que ça de faire la distinction entre les dièses et les bémols. Cependant, il faut savoir que cette question est une question très complexe. Et les réponses sont nombreuses et très longues à expliquer. Donc cette vidéo va être longue. Mais c'est pas grave, vous n'êtes pas obligé de comprendre tout ce que je raconte dans cette vidéo, vous n'êtes même pas obligé de la regarder pour pouvoir jouer de la musique et apprendre de l'harmonie si vous partez du principe que c'est important de faire la distinction entre les dièses et les bémols. Mais si vous êtes curieux et que vous voulez en savoir plus, ou que vous avez besoin d'en savoir plus pour vous convaincre parce que vous ne me croyez pas, eh bien restez, on va parler de tout ça. Et avant donc d'attaquer les explications qui sont longues et complexes, on va commencer par faire une petite analogie pour vous montrer que 1, c'est pas inutile, et 2, c'est pas si compliqué que ça. Et pour ça, on va faire des maths. Alors rassurez-vous, rien de très difficile. On va prendre un nombre tout bête qui va être 11 divisé par 2. 11 demi, c'est un nombre en mathématiques. Pour les plus rapides d'entre vous en calcul mental, vous savez donc que ça fait 5,5. Et déjà là, on se rend compte d'un truc, c'est que là, on a deux écritures différentes pour un même nombre. 11 demi, c'est égal à 5,5. Mais on a deux noms différents. La forme fractionnelle et la forme décimale. Donc déjà ça, c'est pour vous montrer que, en fait, ce concept d'avoir plusieurs noms pour une seule chose, on s'en sert déjà dans la vie de tous les jours en maths. Et si c'est pas en maths, c'est en français, avec les synonymes. Et vous voyez qu'on est parfaitement capable de gérer plusieurs noms pour une seule chose. C'est pas difficile, on le fait tout le temps. Mais revenons aux maths. Si je vous proposais cette équation-là, 387 demi plus 5,5. Ça fait un peu peur là comme ça, parce que le 387, il fait un peu peur, rien que lui-même tout seul. Mais si vous voulez résoudre cette addition-là, vous vous souviendrez peut-être de ce que vous avez fait au collège. Lorsqu'il y a une forme fractionnelle, vous voulez tout mettre avec un dénominateur commun. Alors, en gros, on remplace 5,5 par 11 demi. Et là, d'un seul coup, c'est simple. 387 demi plus 11 demi, c'est 387 plus 11 divisé par 2. Donc c'est tout simplement 398 demi. Et vous voyez que là, la forme décimale n'était pas très appropriée pour cette équation-là, pour cette question-là. À l'inverse, si j'avais mis 1,5 plus 11 demi, là, ça aurait été un peu pète-couille, là. Là, on n'aurait pas voulu utiliser le 11 demi, on voudrait utiliser le 5,5. 1,5 plus 5,5, c'est beaucoup plus simple comme ça. Et en fait, ce qu'il faut retenir de ça, c'est qu'on a différents noms pour ce même nombre, oui, tout comme on a différents noms pour la même note. Mais suivant le contexte, suivant ce qu'il y a autour, suivant ce que l'on fait avec, on va préférer une écriture à une autre. Dans certains cas, la forme fractionnelle sera plus logique que la forme décimale et nous simplifiera la vie. Dans d'autres cas, c'est l'inverse. Les dièses et les bémols, c'est pareil. Dans certains cas, on va utiliser les dièses, dans d'autres cas, on va utiliser les bémols. Parfois, on va même utiliser les deux. Mais dans tous les cas, ça dépend du contexte. Dans tous les cas, on aura besoin des deux, tôt ou tard. Donc là, c'est la fin de cette petite analogie, où le but du jeu, c'est simplement de vous montrer que c'est pas si difficile que ça, parce qu'on le fait tout le temps en français et en maths, et en plus, c'est très pratique, parce que dans certains cas, on préférait une écriture et pas une autre. Mais peut-être que ça ne satisfait pas complètement votre curiosité. Auquel cas, on va attaquer du lourd, là, et on va voir, pas toutes les explications, mais une grosse partie du pourquoi, du comment on fait la distinction entre les dièses et les bémols. Attention, ça va être long.
Alors pour essayer de comprendre tout ça, il faut qu'on commence par remonter un peu dans le temps pour qu'on s'intéresse à l'histoire de la musique. Parce que voyez-vous, le système de notes qu'on utilise aujourd'hui, avec les do, ré, mi, fa, sol, la, si, les dièses et les bémols, n'a pas toujours existé et n'a pas toujours existé sous cette forme. Les définitions des notes ont changé à travers les âges et à travers les cultures. Certaines autres cultures n'utilisent pas les mêmes notes que nous. Mais bon, revenons donc dans notre passé à nous. Il faut savoir qu'à une époque, il existait un truc qu'on utilise quasiment plus de nos jours, qui s'appelle le comma. CO2MA, parce que le comma COMA, on l'utilise encore de nos jours, malheureusement. Mais le comma, en fait, c'était considéré comme le plus petit intervalle que l'oreille peut discerner. On sait aujourd'hui que c'est faux. On peut discerner des intervalles encore plus petits que le comma, mais bon, c'est ce qu'on croyait à l'époque. Et ce comma, bon déjà je dis ce comma, mais il y avait plein de commas différents, donc on va pas rentrer dans les détails, on va juste simplifier tout ça et dire que le comma, en gros, était à peu près égal à 1/9 de ton. C'est une simplification, mais ça suffira pour comprendre d'où viennent les dièses et les bémols. Donc 1/9 de ton, donc on avait donc 9 commas dans un ton. On avait 9 commas entre do et ré. Et là, du coup, ça se complique un petit peu quand on veut parler de demi-ton, parce qu'on ne voulait pas faire des demi-tons de 4 commas et demi, puisqu'on considérait que le comma, c'est la plus petite unité possible. On ne pouvait pas faire 4 commas et demi, c'était 4 commas ou 5 commas. Alors, est-ce qu'on fait un demi-ton qui est égal à 5 commas, ou un demi-ton qui est égal à 4 commas? Et bien la réponse, c'est qu'on a fait les deux. Voilà, on s'est pas fait chier. On a fait 2 demi-tons différents. Pour la définition de ces demi-tons, c'est la suivante. On avait le demi-ton chromatique, entre une note et cette même note altérée. Donc par exemple, do, do dièse, mi, mi bémol, fa, fa dièse. À chaque fois, c'est la même note, il y en a une des deux qui est altérée. C'est le demi-ton chromatique. Et on avait le demi-ton diatonique entre une note et une autre note, entre do et ré bémol, entre mi et fa, entre ré et mi bémol, entre do dièse et ré. C'est un demi-ton diatonique parce que le nom de la note change. Le demi-ton chromatique était égal à 5 commas et le demi-ton diatonique 4 commas. Donc si on avait un demi-ton chromatique et un demi-ton diatonique, ça nous faisait bien 9 commas, ça nous faisait bien un ton complet. Mais voyons voir comment ça se passe dans la pratique. Do, ré, on est d'accord, on a toujours un ton, ça n'a pas changé, ça, le ton il n'a pas bougé, on ne se fait pas chier avec ça. Il fait 9 commas. De do à do dièse, on a donc un demi-ton chromatique qui fait 5 commas. Et on peut voir que du coup, do dièse ré, c'est bien un demi-ton diatonique qui fait 4 commas. Ouf, tout va bien. Mais le ré bémol là-dedans. Parce que ré bémol ré, c'est un demi-ton chromatique. Donc il fait 5 commas. Et do ré bémol, c'est un demi-ton diatonique qui fait bien 4 commas. Et quand on fait do ré bémol plus ré bémol ré, ça fait bien 9 commas. Un ton. Tout va toujours bien. Sauf que, si on regarde ça, on se rend compte que le do dièse est 1 comma au-dessus de ré bémol. Et c'est là que ça fout la merde, parce que à une époque, le do dièse et le ré bémol n'étaient pas la même note. Il y avait 1 comma, donc 1/9 de ton de différence entre les deux. Alors c'était pas tout le temps utilisé partout, mais ça a existé et c'est en grande partie une des raisons pour laquelle on a ce système de dièse et de bémol. Ça c'est la première raison historique, mais ce n'est pas la seule. Il y en a une autre qui concerne l'écriture de partitions. Alors si vous n'y connaissez rien en solfège, c'est pas grave, vous allez quand même pouvoir comprendre ce truc. Rassurez-vous, vous n'avez pas besoin de savoir lire les partitions pour comprendre. Sachez juste une chose, c'est qu'à l'époque, les partitions elles étaient écrites et reproduites à la main. Quand vous vouliez envoyer une partition à quelqu'un, il fallait la reproduire à la main. C'est souvent des gens qui étaient payés pour ça, mais du coup ça prenait du temps, donc ça coûtait cher. Ça utilisait beaucoup d'encre, qui coûtait très cher aussi. Et puis en plus, comme l'écriture à la main n'est pas très précise, c'était pas très lisible. C'est difficile d'avoir des partitions lisibles. Alors gardez ça dans un coin de votre tête, et on va voir quelques exemples de partitions. Donc laissez-moi vous montrer un exemple d'une mélodie qui est écrite en fa majeur. Donc fa majeur, c'est une gamme qui contient les notes fa, sol, la, si bémol, do, ré, mi, fa. Vous allez peut-être vous dire, pourquoi si bémol et pas la dièse? Et vous allez comprendre pourquoi en détaillant ces partitions. Voilà la mélodie. Bon. Comme vous voyez, j'ai des bémols qui apparaissent. J'en ai plein, parce que j'ai plein de si bémols qui apparaissent dans ma mélodie. C'est pas une mélodie très intéressante, n'essayez pas de la jouer, c'est juste des notes. Voilà. Et du coup, les gens de l'époque qui se cassaient le cul à écrire les partitions à la main, ils se sont dit comment est-ce qu'on pourrait simplifier ça comme écriture, hein? Je veux dire, on peut faire un truc. Et du coup, il y en a un qui a dit ouais, moi je sais. Il a mis ses couilles sur la table, il a dit quand on met un si bémol, tous les autres si sont bémol automatiquement. Il n'y a pas besoin de le repréciser. Et c'est vrai que si on fait ça, d'un seul coup, c'est beaucoup plus lisible. Il y a moins de trucs à écrire, ça prend moins de temps à écrire, ça coûte moins d'encre, donc au final, la partition
coûte moins cher et donc on peut la transmettre plus facilement. C'est cool. Alors dans la pratique, c'est un petit poil plus complexe, parce qu'il y a la différence entre l'armure et l'altération accidentelle et des choses comme ça, mais grosso modo, c'est ça le principe. On veut mettre le moins d'altération possible pour que ce soit le plus simple à lire et à écrire. Et donc maintenant, on peut se poser la question. Qu'est-ce qui se serait passé si on avait voulu remplacer le si bémol par un la dièse? Si on avait voulu faire le mec qui se dit on s'en fout des bémols, ma gamme de fa majeur c'est fa, sol, la dièse, do, ré, mi, fa. Et ben, on peut réécrire cette même mélodie avec des la dièse. Hein. Au début, on avait un fa, sol, la, et là on a un si bémol qui apparaissait avant, on va le remplacer par un la dièse. C'est cool. Sauf que ça veut dire que tous les la après vont être dièse, d'après notre règle qu'on vient d'inventer, qui a été inventée il y a longtemps. Du coup, c'est problématique, ça. Parce que nous, on a d'autres la dans la mélodie qui ne doivent pas être dièse. Alors du coup, on a aussi inventé un symbole qu'on appelle le bécard, qui annule le dièse précédent. Mais après, il faut remettre un dièse pour les autres la dièse qui remplace le si bémol. Et au final, en fait, on a ça. Donc si on compare les deux, la version avec juste le bémol qui a été écrit une fois et pour le reste on est peinard, et la version avec un la dièse à la place du si bémol, et ben on se rend compte que la version avec les dièses, elle est beaucoup plus complexe à lire, elle est beaucoup plus difficile à lire, elle est plus longue en plus à écrire et à reproduire. Donc à l'époque, c'était très important ça. On voulait vraiment utiliser la version avec les bémols parce que c'est plus simple et en plus c'est plus facile à lire au final, c'est plus lisible, il y a moins de conneries sur la page. Je vous passe le reste des détails parce qu'il s'est passé plein de choses dans l'écriture de partition, il y a eu plein de systèmes différents, etc. Mais en gros, le but du jeu, c'est juste de rendre les choses plus lisibles. Et l'exemple que je vous ai donné là à l'instant, c'était juste un exemple avec un seul bémol dans la gamme. Imaginez une gamme avec 4 ou 5 dièses ou 4 ou 5 bémols, ça devient vite indispensable de simplifier le truc au le plus possible. Alors vous allez peut-être vouloir pinailler un peu et me dire « Ouais, mais ça c'est encore une raison historique ». Mais non, c'est pas que pour épargner les poignets des moines qui se faisaient chier à écrire tout ça à l'époque. C'est aussi pour que ce soit plus facile à lire. Hein. Même si aujourd'hui on peut écrire des partitions avec autant de symboles qu'on veut sur la page sans problème, on veut pas le faire parce que ça complique la vie du musicien qui va les lire derrière. Peut-être que vous allez vouloir pinailler encore un peu plus et me dire que nous on est guitariste et qu'on lit pas de partitions. Oui, mais c'est quand même fait partie du truc musical. Hein. Les partitions font partie de la musique, donc la musique doit s'accommoder aux partitions comme elle doit s'accommoder aux tablatures. Et il y a un paquet d'autres choses. Que vous les utilisiez ou non, vous êtes quand même dans le même système musical. Mais on reviendra là-dessus plus tard. Mais toute cette histoire-là, ça nous amène à une nouvelle explication de pourquoi on fait la distinction entre les dièses et bémols, qui cette fois-ci n'est plus historique. C'est pratique, c'est d'actualité, tout de suite, là maintenant, ça touche tous les musiciens. Et ça concerne les gammes. Là, on vient de faire un exemple de mélodie avec une gamme en fa majeur dans laquelle il y avait un bémol. On a dit que c'était si bémol à la place de la dièse, parce que c'est plus simple à écrire sur les partitions. Mais pas que. Pas que pour cette raison-là. Prenons la note la bémol, par exemple. Donc la bémol, c'est un demi-ton dessous de la, c'est aussi la même note que sol dièse. Donc si on voulait pas trop se prendre la tête, on se dit souvent quand on est débutant, on s'en fout, c'est pas la bémol, c'est sol dièse, je veux sol dièse, je veux sol dièse, voilà. Oui, mais qu'est-ce qui se passe si on voulait écrire la gamme de sol dièse majeur? Parce qu'on peut faire la gamme de sol dièse majeur, il n'y a aucune raison qu'on ne le fasse pas, c'est une gamme, voilà. Et bien si vous l'écrivez, je vous encourage à l'essayer, hein, si vous savez le faire, on obtient la gamme qui fait sol dièse, la dièse, si dièse, do dièse, ré dièse, mi dièse, fa double dièse, pardon, sol dièse. J'ai failli me planter en la disant. On a plein de dièses. Elle est compliquée à écrire, elle est compliquée à retenir, elle est compliquée à lire en plus parce que ça va foutre plein de dièses sur les partitions. Qu'est-ce qui se passe si à la place on voulait se dire, on va faire la gamme de la bémol majeur. La bémol, si bémol, do, ré bémol, mi bémol, fa, sol, la bémol. Alors certes, ça reste une gamme compliquée, il y a quand même 4 bémols dans l'histoire, mais c'est toujours mieux que les paquets de dièses qu'on avait dans l'autre gamme. Et donc ça, c'est donc une autre raison pour laquelle on veut faire la distinction entre la dièse et les bémols. Certaines gammes sont beaucoup plus pratiques à écrire en dièse et d'autres en bémol. Simplement parce qu'elles sont plus simples. C'est ça que je vous disais que ça va nous simplifier la vie sur le long terme. Si un jour vous voulez jouer avec des saxophonistes ou des instruments à cuivre, ils utilisent souvent des gammes de mi bémol majeur ou si bémol majeur ou des choses comme ça. Si vous voulez les réécrire en ré dièse majeur ou en la dièse majeur, vous allez en chier. Pas possible, c'est juste trop dur. On veut faire la distinction entre les dièses et les bémols dans les gammes pour nous simplifier la vie. C'est juste ça. Ça, c'était un exemple donc de pourquoi est-ce qu'aujourd'hui encore, on veut faire la distinction entre les dièses et les bémols sans rentrer dans des exemples plus complexes et plus avancés. C'est, je pense, le
premier cas de figure où on peut se rendre compte de cette importance, c'est en écrivant des gammes majeures. Donc si vous ne savez pas le faire ou si vous n'avez pas tout à fait suivi cette petite partie, n'hésitez pas à aller voir le cours d'harmonie sur les gammes majeures pour apprendre à le faire et du coup vous vous en rendre compte par vous-même. Mais sachez que ça va quand même beaucoup plus loin que ça. Alors je vais plus rentrer en détail parce que là c'est trop complexe, il y a trop de choses à dire et je pourrais en parler pendant des heures en fait et j'ai pas envie. Donc je vais juste vous faire un résumé de tout le reste. En gros, une immense majorité de notre système musical occidental actuel est basé sur les gammes majeures. Ça forme la fondation du truc. Les intervalles, les accords, les mélodies, tout ce qui en découle viennent des gammes majeures. Donc du coup, comme la différence entre les dièses et bémols est très importante pour les gammes majeures, c'est très important pour tout le reste de notre système musical. Alors on pourrait se dire, ok, ça c'est le système musical occidental, mais qu'en est-il des autres systèmes musicaux? Ce qui se passe en Chine, au Japon, ou même à d'autres époques, reculées, lointaines, qu'est-ce qui se passait en France il y a 2000 ans? Alors là, il y a vraiment beaucoup de choses à dire, mais globalement, beaucoup de ces différents systèmes sont effectivement plus simples à apprendre, dans le sens où ils ont généralement moins de notes, moins de gammes, moins d'accords. Mais, en contrepartie, ils ont moins de possibilités. C'est ça la grande force de notre système occidental actuel. À partir du moment où on a décidé que tous les demi-tons étaient égaux, on a eu plein de gammes que l'on pouvait exploiter, que l'on ne pouvait pas exploiter avant, et qu'on a pu mélanger, et tout ça a donné naissance à la richesse musicale que l'on a aujourd'hui. Si on n'avait pas cette distinction entre les dièses et les bémols dans le nom, mais qui se reforment en fait la même note, on n'aurait pas le jazz et des conneries comme ça. Hein. Ce serait pas possible. On pourrait pas avoir de jazz dans un système musical chinois. On peut incorporer des éléments du système musical chinois dans le jazz, mais même aujourd'hui, à l'heure actuelle, en Chine, généralement, ils se calquent de plus en plus sur les gammes occidentales. Parce que ça offre vraiment un éventail de possibilités musicales absolument hallucinant. Je vous cache pas que ce dernier point, c'est un peu abstrait. Hein, quand on n'a pas passé des années à étudier tout ça, c'est difficile de se rendre compte de tout ça. Je vous cache pas que même moi, je suis pas un expert sur le sujet, et quand j'ai tout juste commencé à gratter un peu la question, je me suis dit, holy shit, what the fuck, quoi. C'est assez hallucinant. Et c'est vrai que quand on débute, on peut avoir un regard un peu naïf, je dis pas ça négativement, hein, mais à se dire, ouais, mais on s'en fout de tout ça, on joue les notes qu'on veut, donc on peut faire ce qu'on veut. Mais non, parce que ces notes que vous pouvez jouer sur votre instrument ont été définies à un moment donné. Elles ont été définies dans un certain système. Dans notre cas, dans le système de gamme majeure occidentale. C'est comme ça qu'elles ont été définies. Et du coup, on ne peut pas s'affranchir d'une partie de ce système en disant les dièses et bémols, on s'en fout, en espérant garder le reste. C'est pas compatible, c'est un tout. C'est vrai que c'est difficile à appréhender au début. On a du mal à se rendre compte de pourquoi. Tout ce que je peux vous conseiller de façon pratique, c'est d'écrire des gammes majeures. Parce que les gammes majeures, c'est la vie. Hein, et c'est ça qui va vous permettre de vous rendre compte que oui, les dièses et bémols, il faut utiliser les deux. C'est vraiment ce que je peux vous conseiller pour vous en rendre compte par vous-même, pour vraiment en prendre conscience par vous-même. Mais juste pour finir cette vidéo, certains vont peut-être me dire, oui, effectivement, si on veut jouer de la musique dans la musique occidentale actuelle, il faut utiliser le système de règles qui va avec, etc. Mais si on veut pas. Alors, c'est vrai que le système musical occidental qu'on utilise, il est absolument pas parfait, hein, il y a des défauts, il y a des problèmes, etc. Certes, et il y a des gens qui bossent dessus, qui essayent de faire tout ça. Mais croyez-moi, si vous voulez vous mettre à la guitare, c'est que vous avez probablement déjà entendu de la guitare dans votre vie. Si vous avez déjà entendu de la guitare dans votre vie, ça fait partie du système occidental. Les gens, les guitaristes, plus particulièrement, qui jouent de la musique, qui sort de ce système, sont extrêmement rares. Et je mettrai ma main à couper que si vous en écoutez tout de suite, vous n'allez pas aimer. Parce qu'il existe des courants musicaux assez modernes, la musique stérielle, la musique atonale, la musique microtonale, etc., qui ont pour but de s'affranchir un peu donc de ce système occidental. Mais déjà, le système qu'ils utilisent est globalement très complexe aussi. Il n'est pas plus simple, hein, c'est pas plus facile du tout. Et surtout, je sais pas, écoutez du Pierre Boulez, vous me direz si ça vous plaît. Si ça vous plaît, génial, je critiquerai jamais ça. Mais c'est pas du tout la musique que vous avez l'habitude d'entendre à la radio. Hein. La musique que vous connaissez, que vous aimez généralement, c'est de la musique occidentale. Ça fait partie de ce tout. Pour conclure, parce que oui, on arrive enfin à la fin de cette vidéo, je sais que ça a été long et pénible, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les gars? Il y a plein de choses à dire. Laissez-moi vous rappeler que ce n'est pas indispensable de comprendre tout ce que je viens de vous dire ou de retenir tout ce que je viens de vous dire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette distinction entre les dièses et les bémols, le fait qu'on utilise les deux, est fondamentale dans la musique actuelle. Et que si vous voulez faire de la musique, enfin si vous voulez faire de la musique, de la théorie musicale tout du moins,
Vous avez besoin d'accepter ça, ça fait partie de notre truc, c'est comme 1 plus 1 égale 2, vous pouvez pas rejeter ça et espérer faire des maths après. Donc, moi je vous laisse là pour aujourd'hui, je vous vois une prochaine fois dans d'autres cours de guitare qui seront probablement un peu plus légers et un peu moins chiants. Mais laissez-moi vous rappeler que si vous souhaitez, vous pouvez toujours nous retrouver sur facebook.com/t4guitare ou twitter.com/tabsuracoustique et que si vous avez réussi à supporter tout ça, vous pouvez liker, commenter, partager cette vidéo. Ça me ferait toujours très 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 plaisir. À la prochaine!